Alors, on va reprendre notre cours de forensics. Alors, la dernière fois, on avait un peu vu les histoires de dead forensics and live forensics. Donc, il faut savoir qu'en matière de forensics, il y a trois types d'analyses distinctes. Il y a ce qu'on appelle le dead forensics, donc ce qu'on appelle l'analyse à froid. Donc là, on va analyser un système qui est déjà éteint. Dans ce cas, il faut savoir que l'ensemble des données du système ont déjà été copiées et vont être analysées ultérieurement. Donc, c'est une post-analyse. Il faut savoir que c'est l'approche qui est la plus complète en matière de forensics parce que vous allez analyser le disque dur, analyser la RAM que vous avez vidée, vous allez analyser la totalité des données de la machine, mais c'est une analyse qui va nécessiter beaucoup de temps. Donc, c'est l'analyse la plus longue. Nous avons ce qu'on appelle le live forensics, ou bien ce qu'on appelle en français l'analyse à chaud. Donc, dans cette analyse, on va essayer d'analyser l'état d'un système à un moment T. Ça veut dire la machine est allumée et vous devez analyser l'état de la machine à cet instant. Dans ce cas, que va faire l'enquêteur? Il va essayer tout simplement de récupérer toutes les informations qui se trouvent dans la RAM pour essayer d'analyser ce qui se passe à l'instant T. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle l'analyse à temps réel, donc c'est la troisième catégorie, qui, elle, va consister à analyser et à capturer tout le trafic réseau. Donc, c'est ce que font généralement les enquêteurs quand vous voyez des séries, par exemple, à la télé, ou par exemple, quelqu'un a kidnappé un enfant, ils essaient de faire l'analyse à temps réel pour voir le flux vidéo par où il passe, par quel relais, pour essayer d'identifier le lieu, etc. C'est ce qu'on appelle l'analyse à temps réel. Ou bien quelqu'un qui est en train d'envoyer des trucs sur les réseaux sociaux qu'ils essaient de localiser. Enfin, tout ce qui se fait réellement à temps réel pendant que la personne accomplit son action malveillante ou bien son action bienveillante. Donc, tout dépend des cas. Alors, si on essaie de comparer le dead forensics avec le live forensics, alors il faut savoir que les deux analyses sont complémentaires, à vrai dire. Pourquoi? Parce que l'analyse à froid, on va analyser l'ensemble du système et son contenu, donc tout ce qui est logiciel installé, tout ce qui est fichier sur le disque dur, les journaux de log, les journaux d'événements, etc. Chose qui va nécessiter beaucoup de temps. Par contre, le live forensics consistera à récupérer l'état de fonctionnement d'un système en cours. Donc, quels sont les fichiers qui sont ouverts, quels sont les processus actifs à l'instant T, quelles sont les connexions déjà établies, quel est l'état de la pile système, quel est l'état de la pile réseau, etc. Donc, à vrai dire, vous allez récupérer toutes les informations relatives au système, notamment, par exemple, l'état de la base de registre, etc. Donc là, vous voyez que les deux analyses sont très, très complémentaires. Généralement, un bon enquêteur forensique ne fera pas l'un sans faire l'autre. Sauf dans des cas particuliers où, par exemple, vous vous présentez à une scène de crime, où vous allez voir, par exemple, que le PC est déjà éteint. Là, c'est mort pour l'analyse live, ou bien ce qu'on appelle l'analyse à chaud. Pourquoi? Parce que la machine était déjà éteinte. Donc là, à la limite, vous allez essayer de récupérer des fragments de la RAM à partir du disque dur si la machine n'a pas été éteinte correctement. Si vous avez de la chance, vous allez trouver que la machine a été mise en veille prolongée. Si la machine a été mise en veille prolongée, c'est vraiment une mine ou un trésor d'informations pour vous parce que la RAM, elle est déjà copiée sur le disque dur. Donc, il va falloir récupérer ces informations. Vous êtes en train de suivre moi ou non? J'ai l'impression de parler tout seul. Oui, monsieur. Ah, c'est bien. OK. Alors, l'avantage du dead forensics. Alors, il faut savoir que l'analyse à froid, donc ce qu'on appelle l'analyse sur les systèmes éteints, comme on l'avait dit tout à l'heure, nous permet d'analyser tout ce qu'il y a sur la machine. Donc, déjà, l'un des avantages que nous avons, c'est qu'on peut analyser aussi les fichiers supprimés. Donc, les fichiers supprimés, comment on va les récupérer? C'est tout simplement l'espace libre qui se trouve sur le disque. Il faut savoir que, de manière générale, bon, je vais revenir sur ça dans quelques secondes, le temps de finir la diapo. On va analyser l'ensemble du système, donc tout ce qui est logiciel installé, les journaux de log, tout ce qui est navigation, où est-ce que le owner de la machine
à naviguer sur Internet, quels sont les fichiers qu'il a consultés, quels sont les logiciels qu'il a utilisés, comment il utilise son système de manière quotidienne. On va analyser le contenu de son disque dur, quels sont les fichiers qu'il contient, que ce soit des fichiers multimédia, bureautiques, quels sont les événements qu'il y a eu sur le système, comment est-ce qu'il l'a configuré, quels sont les différents utilisateurs de cet ordinateur. On va essayer de détecter toutes les informations confidentielles qui se trouvent sur la machine, notamment les fichiers protégés par mot de passe, les conteneurs chiffrés, à titre d'exemple, celui que vous avez vu à TrueCrypt la dernière fois, ou bien les mots de passe enregistrés. Donc, en d'autres termes, l'analyse à froid vous permettra d'aller beaucoup plus en profondeur lors d'une analyse. Elle permet d'accéder à l'ensemble des données qui se trouvent sur un disque. D'où je vous pose la question suivante. À votre avis, comment se fait la suppression d'un fichier sur un disque dur? Quand, par exemple, je fais delete pour un fichier, il est envoyé vers la corbeille, je vide la corbeille. Pour faire une suppression bas niveau. Je ne sais pas, comment est-ce que c'est? Je vous donne le scénario suivant. Je vais sur un fichier, bouton droit, par exemple, supprimer, la corbeille, je libère la corbeille. Alors, pardon? Il n'est pas supprimé lorsqu'on fait ça. Il faut libérer le... Et comment? Vous parlez de libération d'espace mémoire. Donc, alors là, j'ai beaucoup de personnes qui me disent supprime les pointeurs. Donc, effectivement, ce qui se fait au niveau du disque dur, c'est que le pointeur qui pointe vers le fichier est supprimé. Donc, l'entrée dans la table, elle est supprimée uniquement. Donc, il faut savoir qu'un fichier sur un disque dur, c'est quoi? C'est différentes composantes, donc différents éléments, reliés entre eux par des pointeurs. C'est le principe même des listes que vous avez vu en algorithmique. Donc, en d'autres termes, un fichier, c'est un bloc qui pointe vers un deuxième bloc, qui pointe vers un troisième, vers un quatrième, etc. Donc, ce qui va se faire au niveau du disque dur, c'est qu'il va y avoir deux opérations qui vont se faire. La première opération, c'est qu'au niveau de la table d'allocation de fichiers, on va supprimer l'entrée vers le début de cette chaîne. La deuxième action qui va se faire, c'est qu'au niveau des clusters de votre disque dur, on va les marquer par 0. Le marquage par 0 et 1, il permet de faire quoi? Marquage par 1 veut dire que le cluster est occupé. Le marquage par 0 veut dire que le cluster est vide. Comme ça, lors de l'écriture, on pourra écrire sur un cluster vide. Ça veut dire quelqu'un qui fait du forensics, qui a besoin de récupérer les fichiers supprimés, il va utiliser un utilitaire, ou bien il peut le faire manuellement, ou bien il peut le faire de différentes manières, soit manuellement, soit en utilisant des outils. Il va retrouver le bloc initial, il va voir le pointeur, il pointe vers quel bloc. Il va aller vers le bloc suivant, jusqu'à reconstruire la donnée et récupérer le fichier. Maintenant, il est clair que certains blocs peuvent être corrompus. Corrompu, ça veut dire quoi? Quand vous avez déjà réécrit dessus, ce qui va rajouter un peu plus de complications. Maintenant, la question que je vous pose. Pourquoi est-ce que les outils de suppression de bas niveau vont vous dire je vais réécrire 33 fois, je vais réécrire 99 fois sur le disque? Pourquoi réécrire plusieurs fois? Puisque nous avons un cluster, donc c'est une case mémoire, il suffit de réécrire dessus une seule fois. Puisque vous me dites la suppression logique, on a compris le principe, on va vider la table d'allocation de fichiers, donc on ne pointera plus vers le premier bloc, mais les blocs seront liés entre eux. Donc dans ce cas-là, il suffit d'écrire une fois sur le bloc pour pouvoir récupérer la donnée. Pourquoi réécrire 2 fois, 3 fois, 4 fois, voire 33 fois ou 99 fois? Il peut me répondre. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Comment ça, il ne permet pas d'endommager parfaitement la donnée précédemment écrite? Rappelez-vous d'un principe de base. Une case mémoire, il y aura un 0 ou un 1 dessus. Il ne peut pas y avoir plusieurs états de l'information. On n'est pas encore dans l'informatique quantique. On est dans l'informatique binaire. Ça veut dire qu'il y avait un 0, je mets un 1, je n'endommage pas le 0. Il y aura 0, 1, superposé. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le principe? Alors, Hamadash, vous qui êtes bien curieuse généralement, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Et la réponse est? Alors, Brahma nous dit pour effacer complètement la trace du fichier supprimé. Pourquoi effacer complètement? Moi, c'est ce que je ne comprends pas. On va travailler sur un cluster. Si je remplace le 0 par un 1,
Ça ne va pas effacer le 1. Hamadash, vous vous êtes posé la question, vous n'avez pas eu de réponse. Qui peut m'expliquer le principe? Monsieur Grincheux, est-ce que vous avez une réponse à me donner? Vous me dites pour effacer complètement, mais est-ce que vous pouvez me donner plus de détails? Bon, si oui, vous me dites, sinon... Monsieur, Oui. monsieur, peut-être il y a des opérations de sauvegarde qui se font dans les fichiers Non. tampons. Non, 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 il n'y a aucune opération de sauvegarde. N'allez pas sur ce terrain. Alors, Jihan, alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, on s'est déjà posé la question. La réponse était qu'on pouvait la récupérer sur 2 fois. Disons, on fait un sort. Oui et non. Si on pouvait la récupérer sur 2 fois, on aurait pu tout simplement faire une écriture sur 3 fois. Pourquoi la faire sur 33 fois? Alors, il faut savoir que quand on parle de cluster de la mémoire, alors imaginez qu'un cluster comme étant une case. La tête d'écriture, de lecture et d'écriture, le disque, alors comment est-ce qu'il fonctionne? C'est un disque mécanique. Ça veut dire que c'est des rotations. La tête de lecture, c'est un bras qui va se déplacer aussi de manière mécanique. Un mouvement mécanique n'est pas un mouvement très précis. Donc, il y a toujours ce qu'on appelle une marge d'erreur delta lors de la positionnement de la tête sur le cluster. Maintenant, prenez l'exemple suivant. Vous avez un petit carré et vous avez une aiguille. Et on vous demande à chaque fois de placer l'aiguille au centre du carré. À chaque fois que vous le faites, il peut y avoir un écart de delta. Donc, l'écart, il est plus ou moins important. Ça veut dire des fois, vous êtes vraiment au milieu, des fois, vous êtes un peu à droite, une fois un peu à gauche, mais vous êtes toujours à l'intérieur de ce carré. Le principe d'un disque dur, comment est-ce qu'il fonctionne? On avait dit que c'est une bande magnétique. Ça veut dire qu'il va y avoir des impulsions électriques qui vont être posées sur cette bande magnétique pour magnétiser ou démagnétiser cette bande magnétique. Donc, il faut savoir maintenant que cette tête de lecture, vu qu'il va y avoir des écarts dans son positionnement, ceci va permettre à notre bande magnétique d'avoir ce qu'on appelle une mémoire magnétique. La mémoire magnétique permet de manière logicielle, avec certains outils élaborés, de pouvoir récupérer des données sur un disque dur sur lesquelles il y a eu plus de 10 écritures. Donc, si vous avez réécrit 10 fois sur cette bande magnétique, il y a possibilité de récupérer la première couche, la deuxième couche, troisième, quatrième, cinquième, jusqu'à la 10e couche. Ça, c'est de manière logicielle. Maintenant, de manière, disons, électronique, ou bien de manière, en utilisant un dispositif physique, on peut récupérer une donnée à partir d'un disque dur sur laquelle il y a eu jusqu'à une trentaine d'écritures. Mais bon, c'est des équipements qui coûtent excessivement cher et qui sont limités à l'export. Donc, vous n'allez pas les trouver dans n'importe quel pays. Ce qui est exporté par les États-Unis, par exemple, ils l'exportent à certains pays amis, sous certaines conditions, mais sinon, ce qu'ils vont exporter, c'est jusqu'à 15 à 20 écritures, pas plus. Au-delà d'arriver à 30 écritures, là, bon, nous avons très peu de connaissances sur ces équipements, parce que c'est des équipements avec, disons, avec des licences d'exportation assez strictes. C'est pour cela que lorsqu'on veut sécuriser une donnée, on vous recommande d'écrire jusqu'à 99 fois. Bon, rappelez-moi, on va discuter de cela. Alors, sur un SSD, c'est pas aussi facile, mais c'est tout aussi récupérable. Bon, je préfère qu'on en parle demain durant le TP. Donc, s'il vous plaît, rappelez-moi ce point demain. On va essayer d'en parler avec un peu plus de détails. Je pourrais vous dessiner des schémas pour vous expliquer mieux les choses. D'accord? On parlera de la récupération des données sur disque dur, qu'ils soient de type HDD ou bien de type SSD. Donc, le TP demain, ça sera Forensics, monsieur? Ben oui, demain c'est un TP Ok. Forensics. Je vous ai dit la dernière fois, on a terminé avec tout ce qui est buffer overflow. Ok. Sauf si vous voulez revenir faire un dernier TP buffer overflow, moi je n'ai pas d'objection. Je vous prépare quelque chose pour demain d'un niveau un peu plus élevé. Mais il faut me prévenir aujourd'hui pour savoir quoi vous préparez comme manipulation pour demain.
Non, Alors, forensics. qu'est-ce que vous voulez faire demain? Parce que pour faire un six, il vous reste encore deux TP, hein. Et Forensics, on n'a أيوة. pas, je vous ai pas encore donné le corrigé de la dernière fois. Corriger 2. La version 3, je ne vous ai pas encore donné le corrigé. En parlant de la version 3, est-ce que quelqu'un a réussi à le faire? Mon Echo Server 3, est-ce que quelqu'un a réussi à résoudre le problème? Jehan, vous qui étiez très enthousiaste, est-ce que vous avez pu le faire? Oui, celui des 3 X, des X. Vous avez réussi, oui ou non? Ah ouais, comme c'est facile d'écrire oui ou d'écrire non. Bon, en fait, il n'a même pas réussi. Essayez. Ah, Jehan, c'est bon pour vous. Tant mieux. On en parlera demain très brièvement. Alors, maintenant, le Live Forensic, c'est quoi ses avantages? Donc, il faut savoir, comme on l'avait dit tout à l'heure, que le Live Forensic va vous permettre de récupérer les informations sur l'état du système. Donc là, vous allez pouvoir étudier l'état du système, quels sont les logiciels en cours de fonctionnement, quels sont les fichiers ouverts, modifiés ou bien utilisés, quelles sont les connexions réseau qui sont déjà établies, quelles sont les informations liées à un processus donné, donc quels sont les mots de passe utilisés ou bien les sites consultés. Et ça vous permet de récupérer les mots de passe qui sont déjà au niveau de la RAM. Donc, il faut savoir que c'est un forensics qui est beaucoup plus rapide que le dead forensics. Aussi, il présente beaucoup d'avantages. Donc, vous avez un accès physique à l'ordinateur, vous avez peu de technicité, donc ça ne demande pas trop de connaissances techniques. Les processus sont déjà chargés au démarrage, vous avez un accès total à la base des registres. Vous pouvez monitorer les actions effectuées, surtout dans le cas d'une infection virale. Donc, vous allez pouvoir suivre la progression de votre malware. Vous avez toutes les données qui sont accessibles librement, notamment les connexions réseau, les fichiers ouverts, l'écriture disque, etc. Vous pouvez récupérer toutes les informations confidentielles qui sont déjà ouvertes. Vous pouvez récupérer les mots de passe actifs. Vous pouvez casser les conteneurs TrueCrypt et surtout, vous pouvez analyser la mémoire vive en mode offline. Alors, pourquoi est-ce qu'en mode offline? Parce que vous pouvez faire ce qu'on appelle un vidage de la RAM, le mettre dans un fichier, et vous allez pouvoir prendre tout votre temps pour l'analyser, même si la machine a été éteinte entre-temps. Généralement, c'est une analyse qui est très utilisée lorsqu'on fait une étude sur les malwares. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on peut tracer toutes les actions qui ont été effectuées par un processus actif, donc par un malware qui a infecté la machine. Donc, on peut remonter les origines du malware, voir comment est-ce qu'il a été créé, comment est-ce qu'il est rentré vers la machine, via quel processus, à partir de quelle adresse il a infecté la machine, quels sont les ensembles des actions qu'il a effectuées sur la machine, etc. Alors, il faut savoir que dans un processus d'investigation numérique, dans ce qu'on appelle forensics, commence par l'identification du problème, ensuite on est dans la phase de collecte et de préservation. C'est ce qu'on appelle la phase d'acquisition. Il faut savoir que c'est une phase primordiale et très importante. On va commencer par la première phase, qui est la phase d'identification. Donc, quand on parle d'une scène de crime, on a une problématique très importante, qui est la problématique de l'acquisition. Alors, il y a quelqu'un qui pose la question, est-ce qu'on peut utiliser du forensic dans la phase de pentest pour trouver, par exemple, des vecteurs de... Alors, le problème avec le pentest, c'est que vous n'avez pas un accès vraiment à la machine. À vrai dire, tout dépend de ce que vous faites comme pentest. Généralement, quand on fait un pentest externe à boîte noire, vous n'avez pas accès aux machines, donc le forensic, vous ne pouvez même pas le faire. Il y a une différence entre faire du forensics et faire du pentest.
les objectifs sont différents. Le but du forensic, c'est de tracer ce qu'a fait l'utilisateur. Or, le but du pentest, c'est de trouver les vulnérabilités qui se trouvent sur la machine. Donc déjà, les objectifs sont différents. C'est pour ça que c'est rare qu'on essaie de mixer un peu les deux. Quand on parlera de pentest, c'est que ce qu'on essaye de faire, c'est beaucoup plus essayer de remonter les traces d'un incident qu'il y a eu sur la machine pour comprendre comment l'incident est arrivé. Donc, si vous voulez, c'est une enquête qu'on fait a posteriori. Or, généralement, le pentest, on le fait, c'est pour prévenir ce type d'incident. Par Alors, exemple, si, oui, oui, vas-y. si dans la phase de pentest, généralement, on a deux phases, c'est-à-dire la phase externe, où nous n'avons aucun accès au système. Ensuite, la phase où on a obtenu déjà un accès, par exemple user ou là, et on veut escalader nos privilèges. Dans D'accord. une simulation Red Team où on simule des attaques réelles, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'utiliser des techniques de forensics pour trouver par exemple des codes sources ou là qu'on peut utiliser par la D'accord. suite pour escalader nos Alors, privilèges? si vous avez remarqué, quand on a parlé de forensics, on avait dit qu'il y a trois types de forensics. Il y a le live, il y a le dead et il y a le real time. Le dead, vous ne pouvez pas le faire parce que tout simplement, il va falloir démonter le disque dur et analyser la totalité du disque. Quand on parle du live, ça veut dire que vous allez purger la RAM, récupérer la RAM. Or, pour purger la RAM et la récupérer, c'est un processus que vous devez faire en local, donc avec un accès physique à la machine. Donc, vous n'avez pas la possibilité de récupérer la totalité de la RAM en étant à distance. Bon, certes, c'est faisable dans certaines configurations avec certains privilèges, mais en faisant du pentest, ce n'est pas un processus évident parce que si vous le faites, vous allez attirer l'attention de l'utilisateur. Vous ne pouvez pas faire un vidage de la RAM sans que l'utilisateur ne puisse le remarquer. C'est pour cela qu'on vous dit que faire du pentest de cette manière, quand vous ne voulez pas attirer l'attention, ce n'est pas quelque chose de vraiment faisable. Alors, il faut savoir qu'une scène de crime numérique, c'est quoi? C'est tout simplement l'environnement électronique dans lequel on peut retrouver des preuves numériques. Donc, on vous dira dans lequel des preuves peuvent potentiellement exister, parce qu'à la base, on n'est pas sûr qu'ils vont exister. Il faut savoir que généralement, une scène de crime, ce n'est jamais ça. Ah, pardon. Vous n'allez jamais retrouver une scène de crime aussi bien rangée, avec une table bien positionnée, un PC wahdo, le clavier bayen, la souris bayna, etc. Ça, c'est utopique. Une scène de crime, c'est bordélique, généralement. Une scène de crime, c'est plutôt ça. Vous allez tomber sur un bureau qui ressemble à la plupart de vos bureaux. Donc, alors la question que je vous pose, c'est que je vous demande de m'identifier ce que vous voyez sur cette scène de crime. Alors, vous voyez quoi? Gigoz. Alors, il y a déjà un téléphone, un fixe. Alors, c'est quoi ça? Ah ben oui, c'est la question que je vous pose. Cassette. Oula, vous êtes parti bien trop loin. Alors, si on commence par là. Alors, j'ai déjà un téléphone. Là, c'est l'unité centrale qui a été ouverte. Bon, c'est une petite porte. Là, j'ai un PDA ou bien un téléphone, ou bien un pager, ou bien ça peut être n'importe quoi. Là, j'ai une imprimante. Là, j'ai une unité centrale. Là, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un onduleur, ça peut être un disque dur externe, ça peut être un autre disque dur externe ou bien un lecteur.
Donc, confronté à une scène pareille, qu'est-ce que vous allez faire? La première chose que vous allez faire, ça va être quoi? Imaginons que vous êtes enquêteur, vous arrivez. Alors, Fatah propose de prendre des selfies. C'est bien ça. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée de Fatah, prendre des photos ou bien des selfies? Effectivement, la première des choses à faire, c'est de prendre en photo. Alors, quand on parle de problématique d'une scène de crime, il faut savoir qu'avant de saisir un article ou de faire quoi que ce soit, il faut d'abord vérifier s'il est susceptible de contenir des preuves. Donc, on doit s'assurer d'abord que les détails de l'endroit où l'article ont été trouvés ont été enregistrés. Comment enregistrer les détails? Ça veut dire tout simplement, on va hiérarchiser les éléments pour un examen dans un stade ultérieur. Donc, d'écrire le tout en écrivant, ce n'est pas évident. La meilleure façon si vous voulez, de mémoriser une scène de crime, c'est de prendre des photos de la scène de crime. Ensuite, il faut savoir qu'il y a une hiérarchisation à faire. Par exemple, je vous donne un exemple. Est-ce qu'il y a une différenciation à faire entre un téléphone mobile que je trouve sur un suspect ou bien un téléphone que je vais trouver dans un tiroir? Est-ce qu'ils vont être analysés de la même manière? Est-ce qu'ils vont être considérés de la même manière? Alors, je répète, quelle distinction on doit faire entre un téléphone mobile que je trouve sur un suspect et un téléphone que je vais trouver dans un tiroir? C'est quoi la différence pour moi? En tant qu'enquêteur forensique, bien sûr. Alors, pas tout à fait inutile, non. Celui dans un tiroir, il n'est pas forcément inutile par rapport au cas. Pourquoi? Vous pouvez avoir des criminels, par exemple, qui disposent de plusieurs téléphones pour brouiller les pistes. Donc, il utilise le téléphone à des fins bien claires. Ensuite, il le met dans un tiroir, il le cache. Alors, il faut savoir que le téléphone qui est sur le suspect est un téléphone qui a pu être utilisé immédiatement. C'est un téléphone que je peux utiliser déjà pour retracer le déplacement de mon suspect. Surtout si c'est un smartphone. Avec un smartphone qui contient une fonction GPS, je peux savoir par où il est passé. Donc déjà, l'analyse que je vais faire sur le téléphone qui est détenu par un suspect, qui était dans sa poche ou autre, contiendra déjà une recherche du parcours du suspect. Il peut me permettre déjà de savoir où il est, etc. Un téléphone qui était jeté dans un tiroir depuis je ne sais pas combien de temps, l'analyse GPS n'est pas une priorité pour moi. Parce que je sais que le téléphone était là, donc l'analyse GPS, je peux le faire ultérieurement, mais ce n'est pas une urgence. Il faut essayer d'imaginer, vous n'imaginerez pas le nombre de crimes ou de meurtres qui a été élucidé, je parle au niveau international, pas spécialement en Algérie, en utilisant tout simplement le processus de traçage GPS du téléphone qui était utilisé par les suspects. Ça a permis dans beaucoup de cas de savoir tout simplement que la personne était présente sur le lieu d'un crime, n'était pas dans le lieu où elle prétendait être, rien qu'en faisant soit une analyse par triangulation par rapport au BTS, soit en faisant une analyse GPS pour tracer les déplacements de la victime, plutôt du suspect, pour savoir par où il est passé, où est-ce qu'il était, à proximité de quel objet, de quel endroit il était, etc. Donc, vous voyez déjà, rien que pour ça, il va y avoir une analyse différente. Un téléphone qui est sur un suspect, je dois analyser les appels qui ont été faits. Parce qu'au moment de son arrestation, il aurait pu appeler des gens, il aurait pu tenter de supprimer des choses, il aurait pu activer certains processus, lancer des commandes, faire pas mal de choses. Un téléphone qui était dans un tiroir caché, ce n'est pas un téléphone qui vient d'être utilisé. Donc, c'est un téléphone sur lequel je vais faire d'autres types d'analyses, d'autres types de recherches qui ne présentent pas forcément une priorité pour moi. Il y a une autre problématique lorsqu'on parle de scène de crime, c'est que les preuves peuvent être stockées en ligne. Donc, elles ne sont pas stockées sur la machine. Imaginez que le pirate, ou bien plutôt que le suspect,
a stocké ces données dans un cloud. Il les a stockées sur un site web. Donc, dans ce cas-là, je dois étendre ma perquisition sur les systèmes des fournisseurs d'accès Internet, donc de l'opérateur, ou bien sur les appareils de l'utilisateur de certains utilisateurs finaux. Dans certains cas, on est obligé d'avoir des détails du fournisseur de services. Donc, chez qui il a stocké les données? Est-ce que j'ai la compétence territoriale pour aller chez lui, etc. C'est pour cela que, généralement, on vous dit qu'il est préférable de saisir les objets en cours d'utilisation. C'est-à-dire, je vais saisir l'ordinateur tant qu'il est connecté à Internet pour pouvoir avoir accès à ce support distant. Donc, ne jamais éteindre une machine qui est connectée à Internet parce que je vais perdre l'accès que l'utilisateur avait. Imaginez qu'il a un accès à un cloud. Si je me déconnecte la machine, comment je vais me reconnecter? S'il faut saisir le mot de passe à chaque fois. Il faut savoir aussi que l'environnement doit être considéré comme une scène de crime. Donc, on doit l'aborder en utilisant une procédure conventionnelle de scène de crime. Donc, on va la voir tout à l'heure, la procédure conventionnelle. Donc, on doit utiliser toutes les précautions nécessaires pour minimiser toute perturbation de la scène de crime. Et là, vous avez un principe qui dit les yeux d'abord et surtout les mains après. Bon, en français, ça fait bizarre. Et la langue, pas du tout. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on doit observer, on doit toucher le moins possible et on ne doit pas, si vous voulez, parler aux gens ou bien essayer d'avoir des témoignages oraux directement. Donc, tout doit être noté. Le problème alors, je vais vous donner un exemple d'un cas qui est arrivé. Alors, il y avait une personne X qui a, bon, sans rentrer trop dans les détails, ça s'est passé en Algérie, une personne qui a commis un acte malveillant. Donc, la personne était très au fait, à vrai dire, des mesures de sécurité. Donc, la personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout simplement supprimé toute trace sur sa machine. Il a supprimé tous les fichiers. Il a formaté son disque dur. Il l'a formaté 36 fois. On va de micro-ondes, carrément. Donc, il a carrément détruit le disque dur. Ce qui fait que les enquêteurs, quand ils sont venus chez lui pour perquisitionner, carrément, ils ont trouvé un disque dur cramé. Ils avaient beau essayer de récupérer les données du disque dur. No way. Malheureusement pour notre apprenti malfaiteur, appelez-le comme vous voulez, délinquant, il avait oublié un petit détail qui a permis de récupérer toutes les données qu'il avait. Alors, celui qui va y penser, c'est alors, empreinte. Non, on parle de crime informatique. Hein. Empreinte, on s'en fout. Donc, tout ce qu'il a fait, il l'avait fait à distance. Très capac. Saoudi, comment est-ce qu'on peut éteindre la machine sans que la RAM ne se vide? Comment tu as fait? Alors, je vous explique ce qu'il a fait. Très capac. Monsieur. Je vous explique, attendez, avant de parler, je vais vous expliquer ce qu'a fait le pirate. Il a commis des actes malveillants. En bas, il a formaté son disque dur. Il a formaté en utilisant un utilisateur 20 fois ou 30 fois, allez savoir combien. On va avoir un micro-ondes, donc il a complètement grillé, il a bousillé son micro-ondes au passage. Il a ramené un deuxième disque dur. Il a réinstallé son système. Voilà ce qu'il a fait. Les enquêteurs sont venus, ils ont analysé le disque dur par faire. Ils ont essayé d'analyser le deuxième disque dur. Il était irrécupérable. Carrément, il était brûlé. Donc, la bande magnétique avait fondu. Donc, une bande magnétique fondue, en Algérie, on n'a pas le moyen de récupérer son contenu. Les Américains peuvent le faire. À un certain degré, ils peuvent le faire. Malheureusement, il avait fait une petite bêtise qui a permis aux enquêteurs de tout récupérer. Non, pas de sauvegarde sur clé USB. Alors, chez le FAI, il y avait l'historique, oui, mais il utilisait un VPN. Effectivement, M. Saoudi, c'était un upload cloud.
Alors, la bêtise qu'il avait faite, c'était quoi? C'est qu'il avait activé la synchronisation de sa machine avec Azure. Vous voyez la fameuse synchronisation de Cloud Azure que vous avez au niveau de Windows, de OneDrive. Voilà. Là où il y a pause, ah bon, vous ne voyez pas ma machine. Là où il y a, bon, sur moi, il est toujours sur pause. Comme il a réinstallé sa machine en utilisant le même compte Hotmail qu'il avait, Mac c'est pire. Hein. عندهم la synchronisation ديالهم donc restez pas la peine de faire. Everyone disabling OneDrive, c'est pas toujours vrai. Hein. Donc je disais, il a réinstallé avec le même compte, c'est la bêtise qu'il avait faite. Alors l'un des enquêteurs, qu'est-ce qu'il s'est dit? Tiens, il y a le compte Hotmail, sûrement peut-être qu'il n'a pas changé de compte. Je vais rentrer sur le OneDrive, tu as le compte. Parce que la machine était allumée lors de la saisie, donc ils n'ont pas désactivé. Très le OneDrive, on a calé les fichiers qui étaient dans le bureau. Parce que, bon, par défaut, OneDrive, il archive ce qu'il y a dans le bureau. Et lui, il a fait la bêtise de tout mettre dans son bureau, donc ça s'est synchronisé. Donc, le OneDrive, il a trouvé bien les fichiers incriminants. Il les a téléchargés dans ce port USB. Et ils avaient toutes les preuves. Lui, il est resté ébahi. Alors, on les a récupérés à partir de ton disque dur. On peut récupérer le disque dur. Donc, bon, là, c'est, comment dirais-je, en d'autres termes, parce qu'eux n'avaient accès qu'à ce qu'il y avait sur le bureau. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout avoué. Oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Parce qu'ils lui ont fait croire qu'ils ont la totalité des fichiers, bien qu'ils ne les avaient pas. Donc, Gauss qui avait fait le disque qui a été supprimé et qu'ils n'ont pas pu récupérer, il leur a même indiqué les DVD de sauvegarde donc ils sont partis à Sahbo, ils ont perquisitionné un Sahbo, après, finalement, ils ont récupéré le OneDrive. Et ce qu'ils avaient récupéré n'était pas très, comment dirais-je, n'était pas très incriminant. Mais qui fait le bureau dialogue, il les a cru qu'ils avaient tout récupéré, donc parce que voilà, on les a récupérés, mais si tu nous aides, il y aura une réduction de peine. Mais il y a la loi algérienne, mais bon, il les a crus. Les DVD, l'autre sahbo, il ne même pas qu'il existait. Donc, même pas ça, et ça s'est arrêté là. Donc là, vous voyez qu'une petite erreur de rien du tout a permis de remonter tout ce qu'il y avait à remonter. Alors, toujours dans la problématique de la saisie, il y a ce qu'on appelle le problème de la quarantaine. Donc, il faut savoir que la première étape à établir est une mise en quarantaine autour de tous les équipements suspects. Voilà, on met les équipements suspects en quarantaine pour qu'on soit sûr que personne n'aura la possibilité de les falsifier ou de les modifier. Pour cela, on doit éliminer toute possibilité que les preuves soient plantées ou que l'utilisateur ou le propriétaire puisse endommager la preuve dont il a connaissance. Alors, comment est-ce qu'il peut avoir endommagé la preuve? Des fois, vous allez perquisitionner dans un lieu où le suspect n'est pas présent. Donc, il aura toujours la possibilité d'avoir un accès distant à sa machine. Donc, on verra par la suite comment est-ce qu'il va falloir agir pour empêcher quelqu'un d'accéder à distance sur la machine et supprimer les preuves. Donc, ensuite, il faut définir ce qu'on appelle le statut de l'enregistrement. Ça veut dire qu'une fois que l'équipement a été mis en quarantaine, on doit vérifier pour voir s'il est allumé. Donc, le statut de l'équipement, est-ce qu'il est allumé, est-ce qu'il est éteint, est-ce qu'il est en veille, doit être aussi complet que possible. Donc là, on peut faire des croquis, on peut prendre des photos, on peut prendre des notes détaillées qui décriront exactement tout ce qu'on a pu voir. Donc jusqu'à maintenant, on n'a rien touché. Hein. On n'a vraiment rien touché, on n'a rien bougé. Il faut aussi résister, on vous dit, à la tentation d'utiliser votre propre connaissance sur les appareils numériques. Parce que des fois, j'ai le même, je sais comment faire. Donc là, il ne faut vraiment pas tenter le diable et faire un truc pareil. Maintenant, pour tout ce qui est réseau et communication,
Il faut savoir que généralement, la machine peut être connectée à un réseau de télécommunications tel qu'un port réseau, elle peut être connectée à un modem. Donc, le conseil général qu'on vous donne, c'est de déconnecter le système des appareils de communication le plus rapidement possible. Souvent, avant la fin de l'enregistrement de l'état de la machine. Seulement, le fait de déconnecter la machine peut présenter certains inconvénients. Parce que ça peut alerter le suspect et lui donner le temps de détruire les preuves de sa propre implication avant qu'il ne soit identifié. Imaginez que le suspect a mis en place un script qui, dès que la machine est déconnectée, il va lui donner une alerte sur son téléphone. Tout comme la déconnexion du réseau peut causer une suppression possible de données. Le suspect peut avoir mis un script. Si quelqu'un va débrancher, par exemple, le câble réseau ou bien va débrancher le modem, automatiquement, il va lancer son script parce qu'il saura que quelqu'un s'est introduit chez lui. Donc, tout ça, c'est des possibilités à prendre en compte lorsque vous prenez une décision et que vous êtes sur une scène de crime. Dites-moi, est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Apparemment, pas de questions pour le moment. Okay. Alors, en termes d'alimentation, donc on vous dit qu'il est toujours recommandé que tous les systèmes à saisir soient arrêtés dès que possible après leur découverte. Alors, il faut savoir qu'il y a toujours un risque d'endommagement des périphériques de stockage. Donc, par contre, comment est-ce qu'on peut arrêter une machine lorsqu'on veut faire sa saisie? Parce qu'une machine que vous allez saisir, vous allez devoir la déplacer. Comment est-ce que vous pensez l'arrêter? Donc, comment est-ce que vous pensez éteindre une machine que vous devez saisir? Alors, Monsieur Swag, ou bien Hamadash. Pas forcément. Est-ce que vous êtes sûr qu'elle est déjà préconfigurée pour entrer en veille? C'est ça la question. Généralement, on arrête la machine. La mettre en veille n'est pas évident. Alors, il faut savoir que généralement, on vous recommande de ne jamais aller suivre la procédure standard, démarrer, arrêter, etc. la machine. Pourquoi? Parce que le suspect peut déjà avoir mis en place un protocole ou bien avoir mis en place une préconfiguration de telle manière tout simplement que le processus d'arrêt cause une suppression de données ou autre. Vous savez que par exemple, quand vous êtes sur Windows ou sur n'importe quel système d'exploitation, vous pouvez préconfigurer une tâche planifiée ou bien associer l'exécution de certains programmes à la fermeture ou à l'ouverture de vos sessions. Donc, l'attaquant peut tout simplement, ou bien plutôt le suspect peut tout simplement avoir déjà programmé des programmes de telle manière que si on arrête sa machine, certains fichiers ou bien certaines données vont s'effacer automatiquement. C'est pour cela qu'on vous dit, il est déconseillé de préconiser un arrêt du système d'exploitation via un processus logiciel, mais la procédure d'arrêt doit se faire de manière brutale. Donc, tout simplement, débrancher la prise. Tout simplement. N'appuyez ni sur le bouton d'arrêt, ni aller vers démarrer, arrêter, etc. Un arrêt brutal de la machine va empêcher toute série de logiciels ou bien toute série de programmes à pouvoir s'exécuter pendant le processus d'arrêt. Alors, imaginons que quelqu'un devra, toujours pendant le processus d'acquisition, donc quelqu'un doit prendre toujours la responsabilité de rassembler les documents associés. Par exemple, les cahiers, les documents imprimés, etc. Donc, tout document que vous trouvez sur place, vous devez le récupérer. Vous devez aussi essayer de récupérer toutes les notes qui peuvent éventuellement contenir des mots de passe ou bien des éléments pertinents. Tout comme vous devez interroger le propriétaire ou bien l'utilisateur sur les mots de passe et les systèmes de cryptage présents à ce moment-là. Pourquoi est-ce que vous devez l'interroger? Parce que souvent, le propriétaire ou bien l'utilisateur de la machine n'est pas complice ou bien n'est pas suspect. Je prends un cas très simple. Vous êtes en train de faire une perquisition dans une entreprise.
le président ou bien le directeur de l'entreprise a fait un crime, les employés ne sont pas forcément des criminels. Donc, ils peuvent vous aider en vous fournissant certaines données ou bien certaines informations qui vous sont très utiles. Alors, qu'est-ce qu'on doit saisir? J'attends vos propositions. C'est quoi la question si c'est un laptop, Hamadash? J'ai pas compris. La question est, qu'est-ce que vous devez saisir? Alors, vous allez saisir l'unité centrale, l'écran, clavier, souris, tout ce qui est LX, les unités d'alimentation, les disques durs externes, les dongles. Par dongle, on veut dire tout équipement externe connecté par USB. Et tous les lecteurs externes et tout autre périphérique. Pourquoi la souris, monsieur? Pardon? Pourquoi saisir une souris? Ben, si elle est belle, vous allez la prendre, non? Oui, mais enfin non. Alors, plus sérieusement, pourquoi saisir une souris? Alors, qui peut me dire pourquoi est-ce qu'on va saisir une souris ou un clavier? Tout simplement parce que l'informatique a évolué. Je peux avoir beaucoup de souris qui contiennent une mémoire. Je peux avoir beaucoup de souris qui contiennent des données pertinentes. Attendez, je vais chercher quelque chose. J'ai un document qui contient des photos assez intéressantes. Une seconde, le temps de l'ouvrir et je le partage avec vous. Alors, j'ai ouvert le document. Bon, il y a les modems, routeurs, caméra digitale, sauvegarde à bande, cartouche, DVD, carte réseau, clé USB. Donc, tout ça est à saisir. Alors, une seconde, je modifie le partage. Comme je suis sur un seul écran aujourd'hui, c'est pas évident. Arrêtez la présentation. Je bascule. Alors, si vous regardez l'image qui est là, que remarquez-vous sur l'image? Alors, si vous étiez sur cette scène de crime, qu'est-ce que vous allez saisir? Alors, dites-moi. Laptop, téléphone, quoi d'autre? Saoudi, pourquoi?
Pourquoi la guitare? À part le fait de jouer de la guitare, observez bien votre guitare. Ben, s'il y a un papier à l'intérieur, vous prenez le papier uniquement. Est-ce que c'est une guitare électrique pour qu'il y ait des câbles qui sortent d'elle? Alors, Saoudi, vous qui êtes guitariste, tout simplement, il y a 3 câbles qui sortent de la guitare. Alors, ce n'est pas normal. Donc, automatiquement, on va soupçonner que la guitare n'est pas réellement une guitare proprement dite. Et effectivement, la guitare que vous voyez à l'écran est un support de stockage. Donc, si on essaie de voir, alors, c'est comme l'exemple que vous voyez à ce niveau-là. Donc, c'est un bidon d'essence qui était trouvé dans un garage devant une voiture. Donc, si l'enquêteur va voir, ah, c'est qu'un bidon d'essence, mais réellement, voilà ce qu'il y avait dans le bidon d'essence. C'est ce que vous voyez là. Donc, jeté quelque part dans un garage, un enquêteur peut ne pas du tout faire attention à lui. Or, réellement, ce n'est pas un bidon d'essence. C'est tout simplement une unité centrale cachée dans un bidon d'essence. On peut voir des exemples, d'autres exemples. Alors, c'est le porte-avions que vous voyez là. C'est tout simplement une unité centrale. Où le gars a tout simplement caché les différents composants de son unité centrale dans cet objet. Et la souris que vous voyez, elle est là. Donc ça, c'est la souris. On peut voir un peu plus. Donc, tous les objets que vous voyez là, qui semblent être des objets décoratifs, notamment le crâne que vous voyez là, le faux pouce, le transformer qui est là, de la panthère, le porte-clés brillant, oui. Monsieur, dans ces cas-là, donc on ne doit pas parler d'objets à saisir, vu que s'il y a des objets comme ça, on doit tout saisir. Donc tout est suspect dans ce cas-là. Ben, justement, presque tout est suspect. C'est pour cela qu'on vous dit, vérifiez tous les objets que vous trouvez sur place. Ne sous-estimez la valeur d'aucun objet. La montre que vous voyez ici est une montre contient un support de stockage. Alors, le petit porte-clés brillant qui fait bling bling, qui est réellement un support de stockage aussi. Donc, tout ça, c'est des équipements qui peuvent être utilisés pour contenir des données et qui peuvent être dissimulés par votre suspect. D'où la nécessité vraiment de tout analyser et de tout prendre en considération. Je vous repartage la présentation. Alors, il y a ce qu'on appelle les recommandations ACPO, pour Association of Chief Police Officers of England. Alors, il faut savoir que les recommandations ACPO étaient intégrées dans la plupart des normes relatives au forensic,
Et cette partie des recommandations parle de l'étiquetage des preuves. Donc là, là, on vous recommande clairement que toute preuve doit être étiquetée. L'étiquetage ne doit pas être mis sur la preuve en elle-même, mais il doit être mis sur le sac qui contiendra l'article. Ne jamais mettre l'étiquetage sur l'article lui-même. Donc, généralement, c'est des sacs qui vont contenir certaines notations qu'on va voir dans la deuxième phase, qui est la phase d'identification. Donc, il faut savoir, comme on l'avait dit tout à l'heure, que les objets ne sont pas réellement ce qu'ils semblent être, d'où la nécessité de les vérifier de manière plus approfondie pour voir ce que contient chaque appareil numérique. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, en pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? Un enquêteur ne peut pas récupérer des preuves sans un mandat de perquisition pour que la preuve soit recevable. Donc, le mandat de perquisition n'est délivré que si les forces de l'ordre vont fournir une preuve suffisante à un juge pour qu'il leur donne un mandat qui leur permet de perquisitionner dans un lieu donné. Donc, le conseiller juridique doit préciser quels sont les locaux qu'il veut perquisitionner, quels sont les objets ou les personnes qui vont être fouillées. Tout ça doit figurer sur un mandat. À titre d'exemple, il y a eu des affaires où, par exemple, on va dire que le mandat va préciser qu'il permet de fouiller la chambre de M. Swag. Donc, quand les gendarmes et les policiers vont se présenter chez Swag, ils n'auront pas le droit de fouiller, par exemple, le salon de ses parents. Ils n'auront pas le droit de fouiller la chambre de ses parents. Ils ne pourront fouiller que sa chambre à lui. Pourquoi? Parce que l'enquêteur, lorsqu'il a demandé le mandat, il leur a dit « Je sais que la preuve se trouve dans la chambre ». Par contre, s'il leur a dit que je sais que la preuve se trouve quelque part dans le domicile et que le mandat portait sur la totalité du domicile, là, ils auront le droit de fouiller la totalité de la maison. Par contre, il faut savoir que tout élément de preuve découvert lors de la perquisition peut être saisi par les enquêteurs. Donc, ils peuvent prendre tout ce qu'ils trouvent. Donc, maintenant, il faut savoir, comme on l'avait dit précédemment, que concernant les preuves, il faut avoir ce qu'on appelle une chaîne de traçabilité. Donc, les preuves doivent être, notamment les preuves électroniques, doivent être traitées suivant les 3 C de la preuve, ce qu'on appelle care, contrôle. Donc, care, c'est prendre soin de la preuve, contrôler la preuve, s'assurer de ça, qu'elle soit saine, et avoir ce qu'on appelle la chaîne de traçabilité de la preuve. Pour la chaîne de traçabilité, va falloir tenir un journal des preuves qui va montrer quand est-ce que la preuve a été ressaisie, où est-ce qu'on l'a trouvée. On enregistre la date si les articles ont été remis à une tierce personne. L'accès à la preuve doit être restreint, donc ce n'est pas n'importe qui doit pouvoir accéder. On doit placer le disque dur d'origine dans un casier de preuve. On doit effectuer toutes les analyses sur une image de la preuve, donc sur un disque miroir. Donc la preuve d'origine ne doit jamais être ni analysée ni altérée. Donc ça, par contre, c'est très important. Il faut faire très attention à ça. Là, vous avez un exemple d'une fiche associée à une preuve. Donc case name, donc numéro d'affaires, référence de l'affaire, le nom de l'enquêteur, la date, l'heure, description de l'item qui a été saisi. Et là, c'est ce qu'on appelle la chaîne de suivi, donc ce qu'on appelle chain of custody log. Donc vous avez l'ensemble des actions qui ont été faites, la date, qui a fait l'action et la preuve a été reçue par qui. Bon, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions à poser? Donc, pour demain, normalement, on va essayer de faire un TP Forensics. Donc, pour le TP, on va essayer de travailler sur, sur ce qu'on appelle un live forensics. Donc, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Ramenez uniquement 2 VM. Ramenez la... Alors, qu'est-ce qu'on va ramener comme VM? Ramenez la... je ne sais plus. Essayez de ramener la backtrack et ramener la parent. Je pense que les 2 vont suffire pour demain. Je vous dirai, parce que là, je n'ai pas encore préparé le TP. Je vais le préparer ce soir. Donc, je ne sais pas, je vous dirai, on va travailler sur l'une des 2, soit la backtrack, soit la parent. C'est laquelle la backtrack, monsieur?
Vous n'avez pas de backtrack. Non. C'est avant Kali, Fanny, monsieur. qu'est-ce que je raconte la Kali ou la parotte Ah, d'accord. Oui, pas. Trop de mémoire. Ramenez soit la Kali, soit la parotte. OK? Alors, sur ce, Ok. je vous dis bonne fin de journée. Faites pas trop de bêtises. Moi, j'en